Alors, pour celles et ceux qui suivent le Podchiass, un de mes podcasts, vous le savez, je déteste quand je vais chez quelqu'un et qu'il n'a que l'eau du robinet à me proposer. Pour moi, un autre se doit d'avoir des boissons de qualité à nous proposer. C'est pourquoi Oli est le sponsor de cette vidéo. Oli, c'est très simple, un shaker, de l'eau, de la poudre, c'est de l'ice tea. C'est une boisson énergisante, mais il n'y a pas de sucre, pas de taurine, les colorants sont naturels, il y a des vitamines et l'utilisation d'antioxydants. Il y a même une gamme sportive hydration. Perfecto. Mais si vous suivez le Podchiass, vous savez que le pro pour tester les fantaisies, ce n'est pas moi, mais c'est Mehdi. Je teste tout, moi. Alors, mais oui, alors faut savoir un truc sur Mehdi. Mehdi, c'est un testeur de fantasy. Qu'on fasse donc venir le testeur. Gants blancs. Pêche, validé. Pomme granatée, validé. Citron-miel, validé. C'est une fin de journée pour moi. Voilà, validé par le boss. Et si vous souhaitez être convaincu, il existe des box découvertes histoire de tester tous les goûts pour 19,99€ avec le code qui s'affiche ici. Je mets tout en description, le code qui est ici s'applique automatiquement en cliquant sur le lien. Il est maintenant temps de débuter ce split. Hello, Murphy. Dans un monde parallèle, l'acteur Tom Selleck est Indiana Jones. On connaît tous l'histoire, Spielberg et Lucas voulaient qu'il incarne Indy, mais un conflit d'intérêts avec la série Magnum a empêché cela. Nous reste donc ses screen tests où il a brièvement incarné le célèbre aventurier et certains deepfakes très bien réalisés qui nous permettent d'imaginer ce que ça aurait pu donner. Et moi cette histoire elle m'a toujours fasciné parce qu'il est question là de destin. Très souvent dans ce milieu ça se joue à rien. Les deux exemples les plus parlants concernent Stuart Townsend et Eric Stoltz, deux acteurs qui ne disent rien au grand public et qui pourtant, dans ce fameux monde parallèle, sont d'immenses stars puisque Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux et Marty McFly dans Retour vers le futur. Le premier a été choisi, s'est entraîné durant 2 mois avant d'être remplacé la veille du premier jour du tournage par Viggo Mortensen, car finalement jugé trop jeune et pas assez à l'aise dans le costume. Le deuxième a carrément débuté le tournage avant d'être remplacé après quelques semaines par Michael J. Fox. La raison, une erreur de casting, tout simplement. Ces mésaventures ont eu un impact sur ces deux acteurs qui, même s'ils ont continué à tourner, n'ont pas eu la carrière qui leur était destinée. Mais que ce soit pour Tom Selleck, Stuart Townsend ou encore Eric Stoltz, le choix dépendait pas vraiment d'eux. Moi dans cette vidéo, je vais me concentrer sur ces acteurs et actrices qui ont sciemment refusé un rôle qui aurait pu changer leur carrière. Bienvenue dans Split. Alors, je vous explique comment je vais procéder. Dans cette première partie de vidéo, je vais faire un premier classement dans lequel je vais mettre des acteurs connus et parfois un peu moins connus, qui auraient pu vraiment avoir une carrière différente s'ils avaient accepté les rôles dont je vais vous parler. Et dans la deuxième partie de vidéo, je vais faire un classement de ces méga stars qui auraient pu être encore plus stars s'ils avaient accepté les rôles qu'ils ont refusés. C'est parti. I mean, I've known you for a while and I've seen all the films and all very good, but you do seemed overwhelmed by this. Like the other night at the premiere, people were just going batty and you look like, This is big, Jay. This is big. This is the biggest it gets, you know. Novembre 1995. Après 6 années sans film, la franchise James Bond revient sur les écrans avec un film événement, GoldenEye. Événement puisqu'en plus de faire son retour, elle introduit un nouvel agent 007, Pierce Brosnan. Le poste était auparavant occupé par Timothy Dalton et vous le savez, désigner un nouveau James Bond c'est toujours quelque chose de spécial. Dans la carrière d'un acteur, c'est vraiment un gros truc. Alors, dans l'histoire, plusieurs acteurs ont failli incarner James Bond. Je vais pas vous faire la liste, elle est trop longue. Par contre, je vais me concentrer sur un acteur, Liam Neeson. En 1995, il est un acteur respecté ayant reçu des honneurs 2 ans plus tôt pour sa prestation remarquée dans la liste de Schindler. Et c'est donc à ce moment-là qu'il est contacté et envisagé pour incarner James Bond à l'écran. Liam Neeson est anglais, élégant, distingué, charismatique et en forme, bref, il a tout ce qu'il faut pour devenir le nouveau 007. Tout le monde semble ok pour qu'il devienne James Bond, tout le monde, sauf sa femme. I remember I was going around the room going ding 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 ding, like appearing in front of a mirror, putting my hands up in a gun position, thinking, wow. And I remember my dear departed wife said to me, if you are offered this and if you do it, you know we can't get married. Wow. And that was it. Voilà, Liam Neeson a refusé James Bond parce que sa femme aurait été trop jalouse de l'image qu'il aurait envoyée auprès des autres femmes, c'est assez incroyable. Finalement, Liam Neeson a eu une grosse carrière, il a joué dans des grosses franchises comme Batman ou encore Star Wars, mais quand même, James Bond, on enchaîne avec la 9ème place. Et à cette 9ème place, on retrouve l'acteur Joseph Gordon-Levitt que j'aime beaucoup. Je l'ai aimé dans des films comme 500 jours ensemble, dans le trop méconnu 50-50 aux côtés de Seth Rogen ou encore dans des plus grosses productions comme Inception ou Looper. Mais de mon point de vue, cet acteur n'a jamais franchi ce cap, faisant de lui non pas un Robin, mais un Batman. Et ce cap, il aurait pu le franchir en 2014 puisque le réalisateur James Gunn souhaitait faire de lui Star-Lord dans Les Gardiens de la Galaxie. Sauf qu'au même moment, Gordon-Levitt recevait une proposition de Robert Rodriguez dont il est fan pour jouer dans un nouveau Sin City. Un choix
devait donc se faire et Gordon Levitt donna son go pour Sin City, film qui fut par la suite un échec critique et commercial, tandis que Chris Pratt, lui, explosait en tant que Star-Lord. Dur. À la 8e place, David Schwimmer. Septembre 1994, une série s'apprête à marquer l'histoire de la télévision, Friends. 3 ans plus tard, l'Amérique est conquise et se prend définitivement d'affection pour cette bande d'amis qu'elle a l'habitude de retrouver chaque semaine. C'est à ce moment-là que Barry Sonnenfeld propose à David Schwimmer de devenir l'agent J dans Men in Black. Le truc, c'est qu'à cette période, il n'a pas envie de jouer dans un film de science-fiction. Lui, ce qu'il veut, c'est devenir réalisateur de films d'auteur. Raison pour laquelle il refuse Men in Black afin de réaliser son premier film, Since You've Been Gone, qui au final sera reclassé en tant que téléfilm. Téléfilm qui fera un flop. Démarche louable, mais qui l'a empêché peut-être de devenir une immense star, non pas sur petit écran, mais sur grand écran. À la 7e place, Julia Louis-Dreyfus. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, elle s'est surtout fait connaître dans une série culte, Seinfeld, et plus récemment dans une série politique qui a bien marché, VIP. Au cinéma, on l'a un peu moins vue, et pourtant, son destin sur grand écran aurait pu être tout autre, puisqu'elle refusa en 1984 d'interpréter un rôle culte, Sarah Connor. Julia Louis-Dreyfus était un des premiers choix de James Cameron et qu'il signifia une fin de non-recevoir afin de se consacrer au Saturday Night Live dont elle a été pensionnaire de 82 à 85. De plus, Julia Louis-Dreyfus, après avoir lu le script, était persuadée que Terminator allait être un gros nanar. À la 6e place, Henry Winkler. Encore une égérie du petit écran puisque son perso de Fonzie dans la série Happy Days a marqué l'histoire de la télévision. Sauf que lui, ce qu'il espérait, c'était de transformer l'essai au cinéma. Et une proposition est arrivée, et pas n'importe laquelle. En 1978, Paramount lui propose d'incarner Danny Zuko dans un film intitulé Grease. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, Henry Winkler ne souhaite pas s'emprisonner dans un personnage qui joue toujours le blouson noir. Il refuse donc de jouer dans Grease, la Paramount se tourne alors vers John Travolta, et le reste, ça appartient à l'histoire. À la 5e place, Dougray Scott. Et là, c'est un peu la faute de Tom Cruise, tout s'est joué en 2000. Cette année-là, Dougray Scott est engagé pour jouer dans Mission Impossible 2, son plus gros rôle à date. Le truc, c'est qu'au même moment, la 20th Century Fox en fait sa priorité pour qu'il incarne Wolverine dans X-Men. Conscient qu'il est là face à une opportunité folle, il demande des aménagements sur sa dernière semaine de tournage afin de pouvoir jongler avec les deux films. Aménagement qui sera refusé par Tom Cruise, également producteur sur Mission Impossible 2, qui souhaitait un Dougray Scott investi à 100% dans son film. Ça peut se comprendre, mais quand on voit la trajectoire de Hugh Jackman et celle de Dougray Scott, il y a de quoi avoir des regrets. À la 4e place, Emily Browning. Alors, cette actrice n'est pas vraiment connue du grand public et pour elle, tout s'est peut-être joué en 2008. Aux environs de cette époque, elle sort d'un tournage éprouvant, celui du film d'horreur Les Intrus. Dans le même laps de temps, Stephanie Meyer, l'auteur des romans à succès Twilight, émet une condition pour l'adaptation ciné de ses bouquins. Elle souhaite que son héroïne soit incarnée à l'écran par Emily Browning. Le truc, c'est qu'elle est fatiguée par son dernier tournage et surtout, elle souhaite s'éloigner du cinéma de genre. Elle décide donc tout bonnement de refuser de se présenter à une audition. Kristen Stewart, elle, ira et deviendra une immense star suite au succès du premier Twilight sorti cette année-là. À la 3e place, Claire Danes, et je trouve que l'histoire est folle. À l'âge de 16 ans, elle crève l'écran aux côtés de Leonardo DiCaprio dans le Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann, film qui fait d'elle un des plus grands espoirs féminins d'Hollywood. C'est donc tout naturellement que dans la foulée, James Cameron pense à elle pour l'associer à nouveau à DiCaprio dans Titanic. Claire Danes devient donc la priorité pour le rôle de Rose, mais elle refuse pour deux raisons. La première, c'est qu'elle ne veut pas devenir une immense star si vite, et la deuxième, c'est qu'elle souhaite abandonner temporairement le cinéma pour reprendre ses études à l'université de Yale. Et refuser de jouer dans Titanic pour revenir à l'école, je vous le dis tout de suite, c'est le choix le plus fou de cette vidéo. À la 2e place, Molly Ringwald. Alors, Molly Ringwald, pour celles et ceux qui adorent les teen movies des années 80, c'est un visage connu. On a pu la voir dans 16 Candles ou encore The Breakfast Club. Le problème, c'est que justement, elle s'enfermait un peu dans ces rôles-là. Ce qu'il lui fallait, c'était le rôle d'adulte qui allait changer sa carrière. Et la proposition est arrivée en 1989. Son agent lui fait parvenir un script intitulé Pretty Woman. Le réalisateur Gary Marshall la veut, mais Molly Ringwald est catégorique. Elle ne jouera jamais une prostituée. La raison étant qu'elle craint que cela ne la suive pour le reste de sa carrière. N'est pas du tout creux car Julia Roberts par la suite accepte et est catapultée immense star en l'espace de quelques semaines. Et enfin, à la première place des carrières qui auraient pu être tout autres, John Lithgow. Alors, ce très bon acteur, que j'adore au demeurant, a une carrière plus que respectable, jouant pour les plus grands et comptant à son actif quelques rôles marquants. Mais en 1989, il s'est passé quelque chose, le genre de choses qui change complètement un destin. Tim Burton, qui s'apprête à réaliser Batman sur grand écran, fait de lui sa priorité pour incarner le Joker, un des rôles les plus convoités aujourd'hui par les acteurs hollywoodiens. Tim Burton s'est carrément déplacé à Broadway pour rencontrer John Lithgow après une pièce de théâtre, et ce dernier a passé 15 minutes à expliquer à Burton qu'il n'avait pas la motive pour incarner le Joker, en plus de lui asséner un dernier argument, et pas des moindres. I thought, who is going to want to see a movie about Batman? Another great call by you. So I
Et bah bien vu, parce que Batman, je suis en train de regarder, deuxième plus gros succès de l'année 89, derrière Indiana Jones. Alors, avant d'enchaîner sur le deuxième classement, j'ai noté ici pêle-mêle d'autres exemples. Gal Gadot qui a dit non à Barbie, Clint Eastwood qui a dit non à Superman, c'est assez fou d'imaginer ça, Jeremy Irons qui a refusé de jouer Hannibal Lecter, ça c'est dingue, Sarah Jessica Parker qui a décliné l'offre pour jouer dans Beetlejuice, Michael Madsen qui finalement n'a pas joué dans Pulp Fiction alors que Tarantino avait écrit le rôle pour lui, Amanda Seyfried, elle, a refusé d'interpréter Harley Quinn, Sarah Michelle Gellar a préféré Buffy à Roméo plus Juliette, en vrai pourquoi pas, Emily Blunt a dit non à Black Widow, Tom Cruise a dit non à Iron Man, ça j'adore, Eddie Murphy a refusé le rôle du détective dans Roger Rabbit, Eddie Valiant, c'est assez fou d'imaginer Eddie Murphy dans ce rôle-là. Emma Watson a décliné l'offre pour La La Land, Angelina Jolie a refusé Gravity, Mel Gibson, après Braveheart, ne voulait pas jouer à nouveau un guerrier dans Gladiator, Bruce Willis ne voulait pas jouer avec sa femme de l'époque, Demi Moore dans Ghost, qu'est-ce que j'ai noté encore? On a Sandra Bullock, grosse erreur, n'a pas senti $1 million Baby, plein d'acteurs ont refusé d'interpréter Batman, on a Harrison Ford, Pierce Brosnan, Mel Gibson, et le seul qui avait accepté c'est Charlie Sheen, mais il n'a pas été retenu, et enfin, Gary Oldman pensait qu'Edouard aux mains d'argent ferait un flop extrait. I read the script and I went, it's ridiculous. And I go and see the movie and the camera pans over these multicolored houses in this very sort of suburban neighborhood, and then you see the sort of Dracula castle on the hill. Literally 2 minutes in, I went, yeah, I get it. I got it. I just got it too late. Voilà, maintenant on va se concentrer sur ces immenses stars qui ont refusé d'immenses rôles et qui pour la plupart regrettent. À la 10e place, Sylvester Stallone. Alors vous le savez, et c'est je pense que j'aime le plus avec Tarantino, ce réalisateur adore relancer des acteurs et ou leur donner des rôles à contre-emploi. Chose qu'il voulut faire en 1994 puisque Tarantino voulait que ce soit Stallone qui interprète le rôle de Butch. Mais lassé de jouer un boxeur après 5 Rocky, il refusa la proposition, histoire de ne pas appuyer encore un peu plus sur cette étiquette. À la 9e place, Denzel Washington. Bon, sa filmographie est folle, comme tous ceux qui vont suivre dans ce classement, mais elle aurait pu être agrémentée d'un des plus grands thrillers de l'histoire, Seven, et la raison pour laquelle il a refusé peut se comprendre. The movie Seven, the part that Brad Pitt played, they asked me first, and I just thought, this is so dark. And then I saw the movie and tried. But you know, just say God bless him. You know, it was good for him, and it was successful. À la 8e place, Will Smith. Et ça, c'est une info assez connue, il a fait un des pires choix dans l'histoire d'Hollywood en 1998. If you could visit a former set that you were on, grab yourself by the collar, give yourself a piece of professional advice or acting advice, what's the set you'd want to visit, and what advice would you give yourself? Yeah, probably Wild Wild West. I'll go back to the Wild Wild West and I would say, asshole, why didn't you do the Matrix? Voilà, tout est dit, Will Smith a préféré Wild Wild West à Matrix. Il est même allé plus loin en interview, indiquant que Wild Wild West était le pire film de sa filmographie. Je reconnais là un homme qui n'a toujours pas digéré. À la 7e place, Michelle Pfeiffer et Meg Ryan qui partagent la particularité d'avoir refusé un des plus grands rôles féminins de l'histoire, celui de Clarice Starling dans Le Silence des agneaux. Et les raisons ressemblent plus ou moins à celles invoquées par Denzel Washington plus tôt. Why'd you turn it down? That was really a difficult decision, but I got nervous about the subject matter. Are you sorry now that you turned it down? Why did you turn down Silence of the Lambs? I felt that the material was I felt it was dangerous and a little ugly. I felt it was too dark. For me. Un choix qui laisse quand même amer puisque Jodie Foster remporta l'Oscar de la meilleure actrice pour Le Silence des agneaux 1 an plus tard. À la 6e place, Sean Connery. Et l'histoire est assez drôle. En 2000, son agent lui apprend que Peter Jackson le veut pour jouer Gandalf dans le premier volet de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Le problème, c'est que Sean Connery ne comprend rien au scénario. Il a beau le relire plusieurs fois, il ne capte rien à l'histoire et ne capte rien à son personnage. Alors pour le convaincre, il lui est proposé un salaire dantesque ainsi qu'une participation aux bénéfices, ce qui plus tard aurait pu représenter des centaines de millions de dollars. Mais Sean Connery campa sur ses positions et refusa pour cause d'incompréhension du script. Dommage, car quand on voit ces images en deepfake, on se dit que ça aurait pu ajouter du culte à cette trilogie. À la 5e place, Gwyneth Paltrow. Et là, je trouve que l'histoire est incroyable niveau jeu de chaise musical. En 1996, elle est approchée pour jouer Rose dans Titanic. C'était avant le refus de Claire Danes. James Cameron pousse pour avoir le oui de Gwyneth Paltrow, mais cette dernière ne croit pas au projet, ne croit pas en l'histoire d'amour telle qu'elle est décrite dans le scénario, et surtout trouve le personnage de Rose trop exagéré. C'est donc Kate Winslet qui est choisie, Titanic fait le carton qu'on connaît, et j'imagine que Gwyneth Paltrow, après coup, est forcément deg. Et là où l'histoire est incroyable, c'est que 1 an plus tard, forte de sa nouvelle popularité, il est proposé à Kate Winslet
Winslet de jouer dans Shakespeare in Love. Mais, souhaitant se concentrer sur des films plus indés, elle refuse, laissant la place à Gwyneth Paltrow, qui remportera un Oscar pour sa prestation. On est donc là sur le plus gros tout est bien qui finit bien de la vidéo. À la 4e place, Jack Nicholson. En 1972, il lui est proposé de jouer dans 2 films qui s'avéreront être des classiques par la suite, The Sting et The Godfather. Et les raisons de son refus d'incarner Vito Corleone sont classes. Il préférait que ce rôle revienne à un acteur d'origine italienne. De plus, lui, ce qui l'intéressait surtout, c'était de jouer avec Marlon Brando, et quand il a appris qu'il était en concurrence pour ce rôle, il s'est de lui-même évincé. Son envie de jouer avec Marlon Brando se réalisera 4 ans plus tard, en 1976, avec le Missouri Breaks d'Arthur Penn. À la 3e place, John Travolta. Et alors là, j'ai besoin de votre avis parce que moi-même j'arrive pas à me décider, est-ce qu'en 1993, John Travolta a fait le bon choix? Cette année-là, John Travolta est clairement un acteur sur la pente descendante. Il vient de jouer dans Allô Maman, c'est Noël. Et je suis pas vraiment sarcastique parce que perso, j'adore cette trilogie. Mais il joue quand même avec Jordi pour le clip du film, c'est vous dire à quel point ça va pas niveau carrière. Mais par chance, 2 réalisateurs souhaitent le relancer, Quentin Tarantino avec Pulp Fiction et Robert Zemeckis avec Forrest Gump. Travolta lit les 2 scénarios et après plusieurs tergiversations, décide d'opter pour Pulp Fiction. Bon, est-ce que c'est un mauvais choix? Difficile à dire. Forrest Gump a tout raflé, Tom Hanks a obtenu l'Oscar du meilleur acteur, mais Pulp Fiction est devenu culte et a complètement relancé Travolta, qui par la suite s'est spécialisé dans les actionneurs avec des films comme Broken Arrow ou encore Volte-Face. Et qui sait, peut-être que Travolta aurait très mal joué Forrest Gump et qu'on aurait été proche d'une prestation digne de Simple Jack. Ça, on le saura jamais. À la 2e place, Al Pacino. Et j'ai du mal à imaginer ça, mais George Lucas le voulait pour incarner à l'écran Han Solo dans Star Wars. Le truc, c'est que tout comme Sean Connery avec Le Seigneur des Anneaux, Al Pacino n'a rien compris au scénario de Star Wars. Al Pacino préférera donc jouer dans Bobby Deerfield de Sidney Pollack en 77, et en vrai, je trouve que ça a plus de sens. Al Pacino en Han Solo, j'ai vraiment du mal à adhérer. Et enfin à la 1re place, Matt Damon, la meilleure histoire pour la fin. When was the last time you had a conversation with Matt Damon? Jim Cameron called me. He offered me 10% of Avatar. He's beaten himself up over this, and I really think, Matt, you're kind of like one of the biggest movie stars in the world, get over it. But he had to do another Bourne film, which was on his runway, and there's nothing he could do about that, and so he had to regretfully decline. If I cross my fingers, could we have a Matt Damon cameo just at the very end? We must do it. We have to do it so that the world is in equilibrium again. But he doesn't get 10%. Fuck that. Alors, j'ai fait le calcul, il est très simple, le premier Avatar a généré 2,92 milliards de dollars. Si Matt Damon avait accepté de jouer Jake Sully, il aurait donc gagné 292 millions de dollars avec cette histoire des 10%. Vous comprendrez donc pourquoi je l'ai placé à la 1re place. C'est la fin de ce split, à bientôt.